Il est très exactement 7h06. Il vous reste donc 8h54 pour méditer sur vos fautes. Pas de questions? C'est la fin du cinéma. Non, mais je crois que le cinéma existera toujours. Breakfast. Vous seriez pas dans le cinéma, vous? Breakfast. Ciné. Club. Breakfast Ciné Club. Bonjour à toutes et tous qui nous écoutez, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode du Breakfast Ciné Club. Aujourd'hui on parle du nouveau film de Wes Anderson, ça s'intitule The Phoenician Scheme et pour le plaisir de vos oreilles, je suis entourée aujourd'hui d'Axel Cadieux, rédacteur en chef de SoFilm et réalisateur de l'émission Ciné ou Canard. Petite pub au passage, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, on est ravis, c'est la deuxième fois que tu viens nous voir. Absolument. Et aujourd'hui en plus on va parler quand même d'un grand film, d'un grand réalisateur et à tes côtés il y a l'incroyable Terry LTAM, créateur de contenu passionné de tout dans la vie sauf de films d'horreur. Comment ça va? Et bah écoute, ça va super bien. Et ouais, je suis passionné de tout. Je me suis découvert une nouvelle passion pour les pierres de protection maintenant. C'est mon nouveau truc. C'est un vrai truc, il y a un panel de 10 bracelets devant moi. Ouais, très c'est bien. ma nouvelle lubie. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore eu le plaisir de découvrir The Phoenician Scheme, on va recontextualiser un peu le film du jour. Le film raconte quoi? Eh bien, déjà ça marque une incursion de Wes Anderson dans le thriller d'espionnage. Il se déroule dans une Phénicie fictive des années 50 et on suit Jaja Corda, un magnat européen, et sa fille Liesel, une nonne, dans une aventure qui mêle héritage familial et intrigue géopolitique. On verra ensemble que le film conserve une esthétique très caractéristique d'Anderson, mais qu'il explore également de nouveaux territoires narratifs et thématiques. Vous écoutez le Breakfast Ciné Club. Big up pour l'intro, super forte. Ah, j'ai bossé parce qu'en fait... Vraiment, tu devrais faire ça dans la vie, tu sais. Je devrais en faire mon métier. Ouais, J'y ai pensé. Alors du coup, messieurs, racontez-moi un peu vos retrouvailles avec Wes Anderson. Après Asteroid City, sorti déjà en 2023 d'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode du Breakfast Ciné Club qui lui est dédié. On commence par Terry. Eh ben écoute, déjà bonjour à toutes et à tous. J'ai eu la chance de découvrir ce film avec toi, Marie. On était du coup dans une salle de projection sur les Champs-Élysées. C'était vraiment une expérience assez cool de pouvoir découvrir ce film dans une salle complètement vide parce que c'était une projection presse et à peu près tout le monde était à Cannes. Du coup, donc nous on était tous les deux, on a pu découvrir ce film et en même temps échanger pendant que ça se passait, ce qu'on ne peut pas trop faire du coup au cinéma pour respecter les autres. Donc déjà première chose, j'ai kiffé le style absolument unique, les décors soignés, les couleurs pastel, le casting XXXXL. C'était vraiment un kiff, mais de toute façon j'en dirai un petit peu plus après. Alors le film était présenté à Cannes cette année, tu Exactement, le disais, ouais. et Axel était à Cannes, il était vraiment dans l'énergie, on va dire ça comme ça. Pour le coup, une salle bondée de journalistes, parce que j'étais pas à la séance de gala, mais à la séance de presse, ce qui change pas grand-chose, si ce n'est qu'on est avec plein de confrères, et donc j'y allais avec pas mal de curiosité, entre la curiosité et l'appréhension. C'est-à-dire que je me suis dit, Wes Anderson, on connaît très bien. On va peut-être revenir sur sa mise en scène, mais en gros, c'est un cinéaste qui est dans l'hyper-maîtrise, qui adore la symétrie, pour lequel chaque mouvement doit être hyper justifié. Donc voilà, c'est un cinéma qui est très codifié, et disons que de film en film, ça change pas forcément, ça change avec des variations. Et là, je me suis dit, sur ce film-là, est-ce qu'il va se réinventer? Et la réponse est, je trouve, oui. Donc en fait j'avais peur, pour être tout à fait sincère, de m'ennuyer, de voir une nouvelle petite variation autour de Wes Anderson, et en fait non, pour moi il franchit un nouveau cap, il va un peu ailleurs, il se livre enfin, je trouve que c'est un film qui est très humain, et il se livre notamment, on y reviendra peut-être, sur la question de la filiation, et sur la question des rapports entre un père et sa fille, et il se trouve que Wes Anderson lui-même est père, il se trouve qu'avec ce film il parle aussi de la relation qu'avait sa femme avec son père. Donc voilà, je trouve que c'est un film qui est beaucoup plus vibrant et touchant que son précédent par exemple, qui est intéressant mais qui était moins à mon goût, on va dire. Donc voilà, très agréablement surpris pour ma part. Je suis absolument pas d'accord, en tout cas sur la dernière partie. Mais battez-vous, j'adore. Mais vraiment. Non, mais après je peux comprendre, de toute façon je pense que on sera d'accord là-dessus au moins, c'est que Wes Anderson c'est un film, ce sont des films qui vont te toucher ou pas. C'est-à-dire que c'est soit tu
adores, soit tu détestes. Et moi, pour le coup, c'était Asteroid City, mais une claque. J'avais tellement aimé. Et d'ailleurs, j'ai même l'impression qu'il y a dans ce film un petit clin d'œil dans The Finishing Scheme à Asteroid City avec la scène dans le désert. Tu vois, et en plus, on retrouve Scarlett Johansson dans cette scène qui est également dans Asteroid City. Mais globalement, je suis quand même assez d'accord avec toi sur la partie de se réinventer et d'apporter du nouveau dans un style qu'on connaît par cœur. Ouais, et c'est là que c'est super intéressant, je trouve, de voir comment sur des petits détails, et ben en fait, il apporte des nouveautés, des petites choses, et je trouve là-dessus qu'à un moment donné, Wes Anderson, il dit bon, j'arrive à un moment dans ma vie où j'ai fait 12 films, il est peut-être temps de un petit peu fendre l'armure, quoi. Ouais. Moi, j'adorais à ses tout débuts, je trouve qu'il y avait une espèce de naïveté un peu comme ça qui fait que ces 3-4 premiers films sont vraiment géniaux. Ensuite, je trouve qu'on a un peu perdu cette sorte de naïveté où d'un coup, il s'est un peu réfugié derrière sa mise en scène. Et là, eh ben, je trouve qu'on peut-être on entre dans une nouvelle phase où on va retrouver un Wes Anderson un peu plus léger, qui se cache un peu moins derrière sa mise en scène hyper maîtrisée et aborder des sujets qui lui tiennent à cœur, quoi. Donc voilà, j'en sais rien, on verra la suite. Mais d'ailleurs, pour les personnes qui découvriraient un petit peu son cinéma, dans ce cas-là, bravo, vous allez franchement passer un très très bon moment au cinéma et de nombreuses heures devant votre écran. Donc il était présenté à Cannes, comme tu le disais, mais il y a en même temps une expo. Il y a une expo, donc Wes Anderson qui se fait donc à la Cinémathèque de Paris. Donc n'hésitez pas, allez-y. Comme ça vous donnera encore plus de bagages pour pouvoir apprécier ce film. Allez-y avant, après, comme ça vous allez voir le film 2 fois. Effectivement, alors vous l'avez dit, il y a une symétrie, il y a des pastels, il y a une formalité, et puis il y a des essais aussi. Anderson, il essaye des choses. Donc on retrouve ce style-là, mais j'ai trouvé que dans ce film, c'était plus sombre. Ça invite du coup à peut-être un peu plus d'intimité, de repli dans soi-même. D'ailleurs, on en reviendra là-dessus. Il y a des scènes de l'au-delà avec le jugement de ce Jaja Corda. Ça vient vraiment contrasté, je trouve, avec l'opulence qui est montrée dans le film, puisque c'est un mania. On voit un peu les méfaits aussi du capitalisme qui sont dépeints dans le film. Donc ce Jaja Corda, il est richissime, on vient de le dire, mais sa survie finalement elle ne tient qu'à un fil. On est direct dans le bain, on voit que tous les jours est une aventure, une épreuve de Koh-Lanta. Il n'a aucune relation sociale ou familiale, en tout cas c'est pas ordinaire. On finalement, sent que... t'as l'impression que les seules relations qu'il a, c'est avec des espions ou des tueurs avec qui il a travaillé. Je reconnais cet espion. Voilà. D'accord, c'était ça la relation. En et fait, son secrétaire n'est pas vraiment un secrétaire, donc ça l'amène dans des situations un peu drôles, mais aussi un peu froides. Aucune attache du coup, et cet homme très excentrique, et donc sa fille qui à travers ses vœux, qui sont sur le point d'être prononcés, et qui incarne donc une vertu hyper innocente, hyper pure. C'était hyper intéressant, je trouve, de le retrouver au niveau de l'esthétique, mais aussi au niveau du jeu et de l'histoire qu'il nous a raconté. Une innocence qui va quand même un peu goûter au péché. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que on la présente, cette fille, comme une nonne, mais c'est une nonne ultra make-upée. C'est-à-dire qu'on est vraiment, c'est une nonne 2025, même 2035, quoi. Et c'est assez intéressant de la voir dans une forme de traditionnalisme, mais avec de la modernité. Et je pense que c'est ça aussi qui est stylé dans l'écriture de Wes Anderson. Il arrive toujours à te créer des personnages qui sont pas juste qui n'incarnent pas juste un pôle de leur personnage, tu vois ce que je veux dire. Ouais, clairement, en fait, ils ont tous les deux une super trajectoire. Il y a Jaja Corda qui va ouvrir son cœur à la base, il se rapproche de sa fille, c'est pas par bonté de cœur, c'est par intérêt. Et en fait, il va y avoir une espèce d'évolution à ce sujet que je laisse découvrir. Et puis sa fille également. D'ailleurs, c'est vraiment sa fille, on verra, mais voilà, elle aussi, elle va avoir une superbe évolution, et il va y avoir des vrais liens familiaux qui vont se créer, au-delà même des liens du sang, quoi. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment joli là-dedans, quoi. C'est vrai, et on sait que le thème de la famille dysfonctionnelle chez Anderson, c'est quand même quelque chose de récurrent. Là, je trouve qu'il construit quelque chose, et tu le diras sûrement après, mais le fait d'avoir dédié ce film justement à quelqu'un qui lui était cher, qui a largement irrigué l'esthétique du film, mais aussi l'histoire, eh bien ça le rend peut-être plus proche de nous, ce film. Il y a un tournant, en tout cas. J'ai juste un petit truc, je voudrais quand même qu'on soit d'accord là-dessus. Jaja, Zaza, Jaja, moi j'avais dit ça. On a suivi la bande-annonce, donc on a dit Jaja. Jaja, ouais, d'accord. Jaja. Ok, très bien. Sachant qu'il s'appelle Anatole. Mais bon, après, ça on verra. Mais d'accord, Jaja. Très bien, ça me va. On s'écoute un petit extrait. Ah non, vas-y. Non, attends. c'est juste que pardon, désolé, je voulais pas te couper du tout. Pas du tout. Non, c'est juste que je disais aussi qu'en termes de structure, le film est intéressant. Parce que toi, Marie, qui connais très bien l'univers des jeux vidéo, je trouve qu'on a quelque chose dans l'ordre d'un passage d'un niveau à un autre tout le temps. Complètement. On passe de personnage en personnage parce qu'il va rencontrer des personnages
pour essayer de monter financièrement son projet immobilier. En fait, chaque personnage a sa couleur, chaque personnage est un boss en lui-même, C'est clair. jusqu'au boss final qui est Benedict Cumberbatch. Et du coup, ça, je trouve ça hyper intéressant parce C'est que d'une méga part, smart, je l'avais pas vu. bah, c'est... Mais oui, non, mais c'est vraiment bien. Tu as totalement raison. C'est vraiment vrai. des tableaux. Ah ouais, ça marche. Et Grave. façon Street Fighter, précisé avec chacun leur couleur. Complètement. Et ce que je trouve vraiment chouette, c'est que d'une part, c'est des niveaux différents, mais c'est aussi des voyages dans le cinéma. Parce que t'en as un qui est le prince perse, qui va faire peut-être penser à Indiana Jones. T'en as d'autres, une Tom Hanks, ça va être plus proche d'un Citizen Kane. Et puis à la fin, on est carrément dans le pur burlesque, quoi, avec une course-poursuite qui est absolument géniale et super drôle. Mais elle est super drôle et du coup maintenant que tu me fais penser à cette histoire d'arcade, bah on voit un petit peu ce truc sur un 2D sur un jeu où tu vas suivre le personnage qui avance et ah ouais mais ça marche totalement. Ouais. En effet le principe de chaque niveau, t'as un boss à affronter ou à rallier à ta cause un petit peu et qui va devenir après un personnage important de ta quête quoi finalement. C'est ça. Ouais. Ah, c'est Et marrant. puis le purgatoire, c'est le spawn, hein, finalement, dans le langage du jeu vidéo. C'est juste pour reprendre un peu de vie. On sait pas trop. Mais en tout cas, on va s'écouter un petit extrait du film et on revient juste après. Yes. Tractation de Corda sur les infrastructures phéniciennes terrestres et maritimes. Le projet le plus important de mon existence. Notre objectif, perturber, paralyser, obstruer, faire obstacle à l'initiative de Corda par tous les moyens. Prenez les grenades. Aujourd'hui, ce soir et demain, nous rencontrons tous les géants et prétendons avoir accepté ce qui est convenu. Alors qu'en fait, c'est faux. Impossible. Breakfast Ciné Club. Je m'attendais à un petit suspense. Tu sais, la petite voix qui revient à Breakfast. À chaque fois, j'ai peur de parler dessus. Parlons un petit peu casting. On a effleuré le sujet. On retrouve une galerie de noms plus shiny les uns que les autres. Willem Dafoe, Bill Murray, Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson. J'en oublie plein. Là, comme ça, citez-moi d'autres. Bill Murray. J'ai déjà dit. Tu viens de le dire, excuse-moi. Perdu. Ah oui, attends, quand même. Stéphane Bach. Vrai. Stéphane Bach, moi ça m'a fait super plaisir parce que de toute façon à chaque fois que je vois un Frenchie quelque part je suis content. C'est vrai. Mais alors là, Stéphane Bach qui apparaît, même si c'est quelques secondes, c'est rapide, hein, mais bon, moi je pense que même pour lui il doit être ravi de pouvoir être sur un Wes Anderson. Quoi. Je sais plus lesquels t'as dit, il y a Riz Ahmed aussi qui est un acteur que j'adore. Je l'ai pas dit. Bryan Attends, Cranston. ils sont juste là en plus pour le coup quand même. Ouais, on les a. Ils sont vraiment à côté de nous. Et même quand ils sont pas connus, ils sont connus quand même parce que Mia Freepleton, c'est la fille de Kate Winslet. Mais oui. Donc ça fait beaucoup quoi. C'est l'année des Nepo Baby. Quand même, on va pas se mentir, mais en tout cas je trouve que cette Mia Tripleton, justement donc la fille de Kate Winslet, elle poursuit une carrière hyper ambitieuse avec des choix à la hauteur de ce qu'elle est capable de montrer. J'aime qu'elle soit pas parce que on n'a pas cité Benicio del Toro quand même. Ouais mais bon c'est vrai que c'est un peu lui quoi. C'est un peu lui, mais on va revenir sur lui effectivement, mais je trouve qu'elle est pas dans l'ombre de sa mère, elle trace sa route bien à elle et d'ailleurs je crois qu'elle a été assez longtemps ovationnée pour sa performance à Cannes. Voilà, sachez-le, c'est la petite anecdote. De son côté, Benicio del Toro, tu le disais, Terry qui joue Corda, il a décrit le tournage comme une longue fête d'Halloween. Plusieurs interprétations finalement sur cette citation. Du coup, venant souligner l'atmosphère unique sur le plateau. Donc beaucoup de personnages, une galerie de costumes, de couleurs, etc. De make-up et tout. Bah, c'est vrai que quand tu vois Benedict Cumberbatch, il est quand même vachement différente dans la vraie vie. Quoi. Ah oui, ouais, carrément. Et puis il a aussi mentionné l'importance de la relation père-fille dans ce film. Tu le disais, Axel, quelque chose qui vient donner vraiment un relief très émouvant. Et il la compare à une dynamique de Don Corleone comique. Voilà, sachez-le, ça c'est les deux déclarations qu'il a fait dans la presse. Débrouillez-vous avec ça. Mais en tout cas, il a dit aussi qu'Anderson lui avait fait un sacré cadeau en lui offrant ce rôle de Jaja Corda. Et du coup, Anderson, il invoque des figures du cinéma pour colorer cette toile. Finalement, on le disait, c'est même plein de petites toiles qui se suivent. On s'assoit, on regarde l'œuvre se dépeindre sous nos yeux sur plusieurs heures et on repart en réfléchissant un peu à la vie, à qu'est-ce qu'on a vu et à ce qu'on a ressenti devant cette toile animée. Une toile qui est marquée par une iconographie religieuse très forte, on le disait, des visions de l'au-delà, des figures divines et célestes, Liesel aussi qui est une nonne, et qui servent finalement la rédemption d'un Corda qui est mis face à ses péchés. Il y a finalement une quête de sens dans le dernier segment de sa vie, mais aussi dans le cinéma d'Anderson, je trouve, avec ce film. Qu'est-ce qui compte, littéralement, puisqu'on compte l'argent dans ce film, vraiment. Et du coup, je vous pose la question, est-ce que vous aussi, il y a des choses comme ça qui vous ont interpellé au-delà du style d'Anderson? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont touché?
J'y vais. Vas-y. Allez. Bah non, moi j'évoquais la relation père-fille, et la question de cette relation-là, de toute relation familiale, c'est aussi ce qu'on va laisser. Et donc ça parle aussi de mort quelque part. Qu'est-ce qu'on va laisser quand on sera plus là? Et je trouve que c'est un film qui est assez morbide, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est quand même un film qui parle beaucoup de mort, de l'au-delà, de transcendance. Le premier plan du film, c'est littéralement un corps qui explose, enfin, de manière très burlesque et de manière très drôle. C'est jamais gore, tu vois. On est chez Wes Anderson, mais voilà, c'est ludique et c'est rigolo, mais bon, ça reste un corps qui explose, et constamment il échappe à la mort, il s'en prend plein la tronche. Il douille vraiment. Ouais. Donc voilà, moi je trouve que on est vraiment sur une quête initiatique d'un homme au carrefour de sa vie, qui sait plus trop où il habite, qui sait plus trop ce qu'il va faire de la deuxième partie de sa vie. Et bah évidemment, je pense aussi à Wes Anderson, qui vient de... Alors on n'est pas vieux à 52 ou 53 ans. Non, mais il se pose la question, je pense. Mais effectivement, on n'est plus non plus dans la première partie de sa vie. Il a fait 12-15 films, en comptant les courts-métrages. Bah, je pense qu'il se pose cette question, quoi, de ce qu'il va laisser. Donc ça rejoint aussi ce que je disais sur la dimension très perso de la chose. Je pense qu'à la fois, il se demande ce qu'il va laisser comme héritage, peut-être d'un point de vue familial, non pas financier, mais d'un point de vue de ce qu'il était et de ce qu'il représente, mais aussi en tant que cinéaste. Et Sacha Corda, c'est un peu lui, je pense. De ce point de vue-là. Bah, après, évidemment, il tire les traits, dans le sens, voilà, Sacha Corda, c'est un personnage qui est franchement pas très positif au début, et je pense pas que Wes Anderson se considère comme ce genre de mec, mais je crois quand même qu'il y a un lien à faire entre ces deux personnages-là. Par ailleurs, des manias, je veux dire, Wes Anderson, t'en parlera peut-être Terry, mais c'est quelqu'un qui a quand même les pleins pouvoirs en ce moment. Le mec, il arrive à avoir tous les acteurs qu'il veut, n'importe comment, avec des budgets pas forcément énormes, mais qui lui conviennent tout à fait. Donc en fait, voilà, c'est quand même le king. Il a quand même des possibilités de faire du cinéma comme peu de gens en ont. C'était littéralement la question que je me suis posée. C'est pourquoi, quand tu es un acteur aussi connu qui demande des cachets monstrueux quand tu vas bosser pour différents réels, pourquoi tu as envie de faire un film Wes Anderson quand tu t'appelles Scarlett Johansson, quand tu t'appelles Bill Murray, Tom Hanks? Il y a plusieurs réponses. Donc déjà, il y a le prestige artistique. C'est vrai. Que, voilà, c'est être dans un film de Wes Anderson, comme tu disais, c'est un petit peu le big boss, il fait ce qu'il veut, et tu sais que tu seras dans un film qui va avoir un univers cinématographique à part entière, tu sais que tu seras dans quelque chose de purement créatif, il n'y a pas une recherche lucrative quand tu vas chez lui, parce que de toute façon tu sais que tu ne seras pas payé à la hauteur entre guillemets de ce que tu pourrais demander chez quelqu'un d'autre. L'ambiance de tournage, on en parlait tout à l'heure, apparemment qui est absolument folle, tout le monde veut travailler avec lui parce que il a l'air d'être super cool, et en même temps il crée une forme de bulle communautaire, une bulle de création artistique où on peut se permettre énormément de choses, ce qui détonne un petit peu quand tu vois à quel point tout est précis. Quand tu vois ces films, tu t'imagines pas que tu pourrais être vraiment dans ce truc. Que le mec lâche prise à côté, quoi. C'est ça, et ben pourtant c'est le cas. Même si, et en plus, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il te fait des rôles sur mesure, mais en même temps qui te sortent de ta zone de confort. Pour les différents comédiennes qui ont pu travailler avec lui, tu vas toucher un public de cinéphiles, donc ça rapporte un peu une sorte de cachet à ta filmographie. Bah, tu sais que tu vas être dans des grandes compétitions, enfin tu vois, tu vas être quasiment automatiquement nommé en fait dans les catégories les plus prestigieuses. Il y a un prestige, et puis à l'image d'un Steven Soderbergh dont on a déjà parlé ici, ils savent qu'ils vont être mis en valeur aussi quand ils vont chez Wes Anderson. Il y a ça aussi pour un acteur ou une actrice, c'est le fait d'être bien filmé quelque part, et ça importe évidemment. Je pense aussi que dans les choix qu'il fait, il y a une autre dimension, c'est que les acteurs et les actrices qu'il choisit, ils sont tous très cinéphiles et intéressés par la fabrication du cinéma. Ouais. Et lui, il est tout le temps dans l'expérimentation. À l'écriture, mais aussi au tournage. Il y a par exemple une scène de la salle de bain qui arrive vers le début du film. En Zénithal, qui est un hommage aux Incorruptibles par ailleurs, mais qui aussi dans sa fabrication a été faite au tournage en accéléré, et ensuite il est passé en slow motion. Ah ouais. Ce qui fait un effet un peu de bizarrerie, qui crée une espèce de... Voilà. Mais ça, c'est des expérimentations que certains cinéastes font, et qui peuvent être hyper intéressante pour un acteur qui lui-même se pose des questions à un moment donné sur son art, quoi. Il se dit, bon, j'ai fait 100 films, ils se ressemblent pour certains pas mal, où est-ce que je peux aller pour expérimenter différemment, quitte à ce que ça me rapporte 1 million de moins, quoi. Bah clairement, même plusieurs millions de moins, globalement en fonction du pédigré de l'acteur ou de l'actrice, et quand même du coup j'en remets une couche.
c'est pour ça que je trouve ça génial qu'un Stéphane Bach puisse avoir son petit passage dans ce film, parce que tu sens que pour lui, je suis certain que pour lui ça devait être un truc de fou. Il a dû sauter dans tous les sens quand il a reçu le call pour lui dire c'est bon, t'as le rôle. Et donc voilà, big up et GG frérot. Et il y avait Damien Bonnard dans le précédent, bien sûr, acteur français lui aussi, peu habitué à l'écosystème hollywoodien. Donc voilà, Wes Anderson a sûrement un petit tropisme français. Effectivement, il vit pas en France d'ailleurs. Il vit à Paris en partie. Ah bon, ça va, donc il a des connaissances. Donc il va dans 2-3 petites soirées, rencontre des gens, et puis il a dû croiser Stéphane Bach. C'est vrai que dans cette galerie, finalement tu disais, hein, Axel, il y a des gens très cinéphiles, mais il y a aussi des gens qui font des blockbusters. Oui. Scarlett Johansson, elle passe des Avengers à ça aussi, c'est bien de rappeler. Globalement, Jurassic bientôt. Bien sûr. Non, c'est génial, et puis c'est pas la première fois pour elle. Complètement. Elle enchaîne, et bravo. Et c'est bien de rappeler qu'ils sont capables de faire les deux. Pourquoi tirez-vous sur mon plafond? Ceci est un braquage ou non? Non, ça j'ai compris, je parle de mon plafond. Espèce de crétin, vous détruisez un magnifique nightclub. Il y a une chose que tu ne pourras jamais savoir, en tout cas. La vérité. Je suppose que je suis ému par cette performance absurde. On arrive au terme de cet épisode. Merci Axel, merci Terry, merci Universal, merci Deezer et surtout à vous de nous écouter. Continuez d'aller au cinéma comme on irait au musée pour admirer une toile. Laissez-vous surprendre et envahir par les interrogations et les émotions de la vie. Un mot de la fin, monsieur? Waouh, c'était trop fort ce que tu viens de faire, cette phrase était géniale. C'est vrai, c'était pas à la noter. Il y a un truc qu'on n'a pas dit sur le film, c'était la musique. Globalement, elle était quand même absolument folle, vraiment. Donc allez voir le film, juste allez au cinéma. De toute façon, dans le cinéma d'Anderson, il y a toujours une très grande place à la musique. Carrément. Donc d'ailleurs, c'est le même compositeur que Asteroid City, il me semble. Je l'ignore. Ce que je sais en revanche, c'est que la musique, effectivement, c'est une chose qui doit être millimétrée, et comme son cinéma est millimétré, forcément tout ça doit aller ensemble. Totalement. Il sort le 28 mai au cinéma, ce film, donc n'hésitez pas à y aller, allez-y en famille, allez-y avec des amis, comme ça vous allez pouvoir vous poser et discuter et un même petit seul. peu. Ou même seul. C'est vrai que pour le coup c'était très sympa, mais je trouve que c'est un cinéma qui mérite de discuter, de pouvoir échanger. Tu vois, donc, on le digère encore quelques jours après. Exactement. En tout cas, on espère que vous allez aimer. On se retrouvera dans le prochain épisode du Breakfast Ciné Club pour parler de Dragon. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Et très très vite dans le Breakfast Ciné Club. À bientôt, merci. Ciao.